Bwana, hii ambayo nasikiliza ni Baraka One TV na ni majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa likia 10 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako baba la baba, the one in all town, DJP mzee wa Ngwasuma. Niko na Rafael Roshiseko, kipindi ni habari na maelezo. Asante sana, tunakaribia ndani ya studio ya Baraka One TV kuja na kipindi cha habari na maelezo. Kipindi hiki cha habari na maelezo hatuta gusia vingi sana, isipokuwa tu tutajaribu kukamata baadhi ya pointi ambazo zilizungumziwa na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na unaona ile conference de presse yake ilikuwa ni ndefu, iko karibia masaa mawili hivi, na wananchi wanahitaji kuweza kuendelea kupata mambo mengi, waweze kusikia nini ambacho kilizungumzika kule na rais wa nchi. Sasa tutakuwa tuko na namna ya kuweka baadhi ya vitu, so kama vitakuwa viko sawa, basi tutazungumza navyo na kwenda navyo ili kuonyesha uhalisia wa dunia, mambo gani ambayo rais ameweza kuyagusia sana katika pointi zake zote. Juzi jana tuliweza kugusia baadhi ya pointi ambazo aligusia, lakini pia kuna umuhimu wa Kongomani kuweza kuelewa hili swala la uvamizi la Mbororo. Sio kama usikie sana na Mbororo. Ndio. Mbororo waliingia tokea juzi, kabla ya yeye kuna ni kuweza kuingia maeneo ya Sud na Nord Ubangi. Mbororo ni wafugaji kutokea Sudan. Ndio. Na hao Mbororo ndo walikuja kama gisi walivyokujaga hawa Wanyarwanda. Leo hii wanaanza kudeclare kutaka kupewa ardhi, na sikomsi washalazimisha sana mpaka wanajiita Wanyamulenge, na inaeleweka hivyo. Serikali inaanza kuwaita pia Wanyamulenge. Kwa hiyo kitu ambacho rais aliweza kufanya binafsi, kila Mkongomani licha kwamba walizungumzia sana, lakini ili swala huko mbeleni linaweza pia kutuletea tatizo na magumu makubwa. Kwa sababu kusema kwamba alimuinstruire ministri wa interior Jacquemain Shabani, akamuliza situation ikwae. Jacquemain Shabani anasema bata biko na prepare tume, ndio equipe yenye itaenda kule, donc bado hawajaenda, iko na ngoya moyen, bado hawajapewa moyen. Sio kama hivi ndio walienda leo, kama ni batenda kesho wafike kule, wa identify wale wenye waliingia na ile mangombe zao kule, waandike mangombe, watu ni wangapi, ngombe ni ngapi, wanaishi wapi, wataishije, na hawawezi kuwafukuza. Ndio wataishi pale, lakini kama vile wakimbizi. Sasa swali ndio watu wanajiuliza, eske kesho tena hivi havitakuja zala michoko sawa na hawa ambao leo atumalizani nao, tungali tu ni heka mpaka leo? Je, hao wengine kesho hawatatuzalia michoko? Ni maswala ambayo watu wengi walikuwa wanajiuliza juu ya hilo swala. Nafikiri ni swala la muhimu sana, na mengine yote tutayasikiliza kupitia Baraka One TV. Sijui una jambo la kuzungumzia pale, tuache watu waweze kusikiliza? Hapana, tuendelee na hizo mada ambazo tutazungumzia. Ni muhimu sana kwa ajili ya wananchi wote kujua yale ambayo yanaendelea. Uko na chochote pale? Ndio, nisipokuwa tu ni malalamiko ambayo shirika za kiraia zinaomba kwa mashirika za kiutu zisaidie wananchi ambao walitoka ukimbizini, aseme baada tu ya kupewa moja zile pesa wanazipewa, lakini hazikizi mahitaji ya familia. Hii ni baada ya kibarua ambacho amekitosha huyu Mapenzi Manyebwa amefikisha kwenye viongozi wa mji na wengine wa kijimbo, ili waangalie jinsi mashirika watazazi kusema mashirika kiraia isaidie wananchi, surtout bali wenye walitoka mumakana ya refugee Burundi ambao wako hapa Uvira. Wasaidie nini? Wasaidie na vitu kadhaa. Kwa mfano toshe ile pesa ambayo kunapewa kashi moja kwa nimaliza vibaya. Ndio. Na wasaidie surtout mon condition de vie. Kama nataka sijui kwa upande kama nataka wapewe tena matafari manine na mafasi ya kuikara ya bure, sijui njoo shirika za kiraia ziko zinalalamikia. Hao wakimbizi si walitoka Uvira? Ndio, watokea Uvira. Sasa hapo Uvira nyumba zao haziko? Zipo.
Sasa utajengiwa tena nyumba washakimbia, washarudi kule kwenye walikuwa ukimbizini, walikuwa naishi Mkodisho gani za Mahema. Na hapa kisa washarudi kunyumba, si ni kunyumba, kila mtu aanze kujidebrie, tuko Mkongo. Ndio Hii mashirika ni marecuperation tu za mashirika za kiraia wanazoea kutumia mbinu hizo juu ya kutafuta kurekipere, lakini inakuwa I make sense sana. So tupo tunafasi kuweza kusikiliza hiki ambacho Chef de l'Etat alizungumza, ni virefu tutakutana na majira ya saa 12. Bye bye. De gestion de déchets ménagers. Alors face à ce statu quo, on a comme le sentiment qu'on ne vous écoute pas beaucoup au sujet de l'insalubrité dans la ville. Ma question, le problème, ce sont les hommes ou les textes et les sanctions? Alors, si vous le permettez, je vais prendre des questions qui ont été laissées sur mes réseaux sociaux parce que quand j'ai annoncé que... Non, malheureusement, on l'a bien dit. Juste une, s'il vous plaît. Laissées sur les réseaux sociaux par... ça va dans la même thématique? Oui, ça va dans la politique de la ville? Bien sûr, bien sûr. Alors, une question rapidement. Juste une sur la centaine que j'ai eue. Vicky Odia dit ceci: quand vous passez avec votre cortège et vous voyez des millions de Kinois à pied, qu'est-ce que vous vous dites, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Bon, souvent d'ailleurs, quand je passe avec mon cortège, les milliers de Kinois à pied me saluent. Je ne sais pas ce que je dois me dire. Est-ce que je dois être triste ou heureux? Moi, je suis heureux de saluer mes compatriotes Kinois. Je crois que vous voulez faire allusion au transport. Ça, je le sais. On en voit des fois comme ça, surtout en temps de pluie, lorsque les rues sont inondées et que des gens sont obligés de marcher de longues distances, etc. Je suis le premier à le regretter, mais ce n'est pas un phénomène nouveau à Kinshasa. Vous devez comprendre que cette ville a longtemps été laissée sans urbanisation, sans politique d'urbanisation. Et vous avez tout ce que, donc c'est-à-dire les embouteillages, l'indiscipline routière, vous avez toutes ces conséquences à cause du fait qu'on a laissé grandir cette ville sans urbanisation. On est passé de un peu moins d'1 million d'habitants dans les années 60 à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, à peu près, on a explosé, la démographie a explosé à Kinshasa sans être accompagnée par une politique de ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'extension de la ville, parce que nous comprenons que vivre sur l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui devient impossible, intenable. Mais en même temps, il faudrait accompagner tout cela des mesures. Ce n'est pas que nous croisons les bras. Rappelez-vous, il y a peu, il y avait une mesure qui avait été prise qui imposait le sens de la circulation pendant un temps, pendant quelques heures de la journée dans une certaine direction, et après, vers la fin de la journée, on imposait la direction contraire. Nous avons pensé, après analyse et travail avec des experts, même en Conseil de ministres, on a reçu ces experts qui nous ont expliqué que c'était possible et que ça pouvait marcher. Donc, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti, n'a pas été heureuse, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous croiser les bras. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'agents complémentaires qui sont en train d'être formés et qui vont venir à la rescousse des agents de circulation, les policiers habituels, pour essayer, surtout dans les carrefours, parce que c'est là que commencent vraiment les embouteillages, et essayer comme ça d'aider à désengorger ces points d'engorgement. Donc, par là, je voulais vous dire que nous ne croisons pas les bras, nous faisons des efforts. Mais c'est une situation qui nous tombe dessus, parce que c'est l'accumulation de plusieurs années comme ça de non-action, donc d'inaction. On est resté sans politique réelle de la ville, et voilà les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement
des ministres de la ville dans l'objectif, justement, dans le but de pouvoir résoudre ces choses. Mais sachez-le, elles ne vont pas se résoudre en une traite, donc il faut prendre un peu de temps. Alors, au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, il peut vous dire combien à chaque fois je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue entre lui et moi parce que je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quel est leur niveau d'efficacité, quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai menés personnellement sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombées économiques. Donc ce sont des politiques qui prennent du temps pour être mises en place, mais je peux vous garantir que je ne reste pas insensible à cela. Et lorsque mon cortège passe dans la ville de Kinshasa, ou que lorsque je reçois même un homologue, un éminent homologue dont je sais par exemple que sa ville est nettement plus propre et plus belle que la mienne, je me sens vraiment touché et gêné de voir tout ça. Donc je ne vais pas rester insensible, je suis à l'écoute et au suivi de tous les progrès et des efforts qui sont faits. Alors, il y a beaucoup de... Monsieur Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans un premier temps, j'aimerais, au nom de l'UNPC Kinshasa, vous remercier de votre implication dans nos deux requêtes la fois dernière, concernant votre implication dans la liberté retrouvée de Sanis Jakera. Ah, okay. Et notre congrès de l'UNPC qui a pu trouver écho à la demande qui était faite. Donc, ces journalistes de Kinshasa, qui sont plus de 4000, vous remercient. Et nous pensons que ce type de rendez-vous pourrait se répéter pour que nous puissions échanger avec vous. D'accord. Question par rapport à votre famille politique, l'Union Sacrée. Il se constate qu'il y a comme un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Pourquoi vous rigolez? Allez-y, Monsieur Kassamba. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Bahati. Et surtout, nous aussi, nous n'avons pas la lisibilité sur l'orientation pour vous aider à consolider la démocratie dans notre pays. Alors, question, et quand est-ce que Monsieur le Président pourra mettre un peu de l'ordre dans sa famille, l'Union Sacrée, parce que entre la cohérence que vous venez de nous présenter et ce que nous vivons au quotidien, c'est un peu compliqué. Merci, le Président. Bon, vous comprenez que c'est quand même une question de cuisine interne et que ce n'est pas ici le lieu d'étaler les plats et autres recettes qu'il y a dans cette cuisine interne. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres autour de moi à venir discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous les avez appelés là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil, le cordon ombilical. Il faut rester soudé
unis pour le même objectif et non pas regarder son propre nombril. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite, là. Dans le social. On n'est pas encore dans le social. Attendez, la thématique sociale arrive. Nous sommes encore en politique et gouvernance. Monsieur Alain Irung. Radio Okapi. Bonjour, Monsieur le Président. C'est Alain Irung Mouchige de Radio Okapi. Monsieur le Président, quand vous passez, les Quinois vous saluent, mais après votre passage, c'est le déluge. Parce que pour eux, rentrer à la maison, c'est un véritable parcours de combattant. Vous avez ici les efforts que vous faites. Et on a malheureusement le sentiment que plusieurs décisions du Conseil des ministres, où on suit que le président a donné telle injonction, a recommandé ceci et cela, ne sont pas suivies. Prenons le cas des embouteillages. Pour la plupart, ce sont les ministres qui sont ici, qui prennent le sens contraire et qui ne montrent pas l'exemple à la population. Quelle est votre réaction? Mais je ne sais pas. Je pense que j'ai été très clair une fois. J'ai déjà fait cette communication en Conseil des ministres au sujet d'emprunter les voies en sens contraire. Je ne sais pas si vous avez des cas précis, mais la prochaine fois que vous en avez, veuillez bien noter la plaque. Et si vous avez même vu le visage du ministre ou de... Bon, voilà, même le fait de bâcher les plaques est interdit. Ce fait est interdit. Donc, mais si jamais vous avez la chance ou l'occasion de voir le visage du ministre ou de la ministre, n'hésitez pas à me donner son nom. Il va quitter le gouvernement immédiatement. Alors, ils ont été prévenus, ils le savent. Alors, au sujet des assignations, je voudrais ici demander votre indulgence. Vous savez, des fois, et je comprends, hein, je ne vous le reproche pas du tout, vous fonctionnez, et c'est normal, comme si nous étions un pays en situation normale. Nous sommes un pays en guerre, ne l'oubliez pas. Et je vous l'ai dit ici, nous avons fait énormément d'efforts, nous avons mobilisé énormément de ressources. Aujourd'hui, je pense, je parle sous le contrôle de la Première ministre, que les premières ressources, les ressources les plus élevées aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est l'armée. Et donc, il se fait que certaines assignations ont du mal à être atteintes parce que nous sommes obligés de faire des coupes budgétaires pour prioriser d'abord principalement l'armée. Mais nous avons aussi de gros imprévus comme les érosions, comme les inondations. Vous avez vu à 2 reprises ici à Kinshasa, nous avions connu de grosses inondations et nous avons dû parer au plus pressé en intervenant auprès de nos compatriotes pour mettre à l'abri nos compatriotes qui n'avaient plus de maison, qui étaient à la belle étoile, et on n'allait pas les laisser dans cette situation-là. Il fallait mobiliser les ressources. Et là, il faut faire des sacrifices. Donc, on prend... on met tous les moyens, évidemment, au service des sinistrés. Et malheureusement, on doit reléguer d'autres priorités après celle-là. Donc voilà. Mais de toutes les façons, nous suivons la situation avec la Première ministre. Les assignations qui ont été données, à un moment donné, nous allons reprendre le tout pour voir qui des ministres concernés les a atteintes ou pas. Et nous en tirons les leçons, évidemment, quand il faudra refaire un remaniement. Voilà. Alors, au fond, là-bas, je vois... Monsieur Innocent Olenga, scoop.rdc. Merci beaucoup, Innocent Olenga, de scooprdc.net. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Innocent. J'ai juste une question courte.
Et puis un message pour vous, pour votre Pas de Excellence. message, s'il vous Un plaît. Si tout message le pour monde va Excellence. dans les messages. C'est très important, Madame Tina, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, ça sera un court message. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, là, vous avez dit que vous êtes très ouvert au dialogue. Si aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila sollicitait de vous rencontrer personnellement, serez-vous favorable à sa demande ou vous allez la rejeter? Et si c'est oui, qu'allez-vous lui dire en face en les regardant dans les yeux? Et si c'est possible, votre commentaire sur les sanctions américaines lui infligées. Le message est simple. Lorsque cette conférence de presse a été annoncée, j'ai reçu beaucoup d'appels émanant de Lusambourgville. Ils m'ont dit, si vous y êtes conviés, passez ces messages au président de la République. Depuis votre avènement à la tête du pays, aucun gouverneur de province, de Stéphane Moukoumadi, en passant par Gilles Lodi, Victor Kitenge, pour revenir à Gilles Lodi, aucun d'eux n'a construit ne serait-ce qu'une toilette. Tous les bâtiments laissés par les Belges sont déjà écroulés et rien de nouveau n'est construit. Lusambourgville n'a bénéficié d'aucune réalisation, ni du projet des 100 jours, ni du projet Tilé-Gelou, moins encore des PDL 145 territoires. Par 2 fois, vous êtes allé au Sankourou, mais malheureusement, votre Excellence n'a pas été à Lusambourg. Pourtant, chef-lieu de la province et ancienne capitale du Grand Kasaï, dont l'histoire avec l'UDPS est très liée du fait que l'un des pionniers de l'UDPS, Joseph Ngaloulam-Pandangila, était né à Lusambourg. Les Lusavillois implorent votre attention pour leur ville. Merci. Merci. Mais vous avez oublié de préciser, Monsieur Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où, au Congo ou ailleurs. Bon, d'abord, s'il sollicitait vous rencontrer, peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour qu'il ne soit pas inquiété. Prêt à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, hein, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé.
Et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections, parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023 et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? C'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et prendre soin de lui, le mettre en exergue, parce que d'autres nations, d'autres pays pourraient avoir besoin d'une telle expérience, d'une telle sagesse et voir comment est-ce qu'il pourrait aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin, donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas. Alors, quant à Lusambo, oui, je regrette infiniment, surtout qu'au moment des élections, il était prévu cette étape-là, mais malheureusement, vous savez, aux élections, il y a souvent des imprévus, et donc je n'en ai pu m'arrêter qu'à Lodja. Et avant cela, j'étais venu à Lodja et j'étais à Tchoumbé pour des raisons précises, et je n'avais pas pu aller non plus à Lusambo. Parce que, malheureusement, évidemment, ces provinces-là sont vraiment totalement en délabrement avancé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai initié le programme des 145 territoires. C'est pour relever nos territoires, essayer de sortir le monde rural
de ce délabrement avancé et inquiétant. Et les efforts vont continuer. Ils ont commencé, on va continuer. Moi, je fais une petite critique d'ailleurs sur cette décentralisation-là qui avait amené à créer ces nouvelles provinces. Nous voyons qu'elle a été faite sans vision réelle de la situation, parce qu'il y a des provinces aujourd'hui créées qui sont non viables, il faut le dire clairement, qui n'ont même pas de budget, qui fonctionnent sans budget, vous imaginez. Donc ils président comme ça aux destinées d'un bon nombre de nos compatriotes, mais sans budget, sans gouvernail. Bon, c'est des choses que nous avons trouvées, nous essayons évidemment de parer à toutes ces réalités, mais ça prendra du temps, comprenez-le. Nous avons un pays continent. Nous avons un pays continent qui est très peu intégré à travers ces voies de communication que nous sommes aujourd'hui en train de créer. Je vous ai parlé dans mon discours d'introduction de tout cela, de tous les axes que nous sommes aujourd'hui en train de mettre sur pied. C'est pour faciliter cette intégration nationale qui va nous permettre, évidemment, qui va permettre la libre circulation des biens et des personnes, qui va nous permettre de pouvoir soutenir des économies locales, provinciales, et donc d'aider grâce notamment à des instruments comme le programme de développement local, le PDL 145, nous aider justement à revitaliser ces coins et recoins qui sont totalement à l'abandon, totalement isolés. Voilà, donc c'est ça que nous faisons au quotidien. Et dites de ma part à nos amis, nos frères de Lusambo, que j'ai compris cette remarque. Elle n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Il n'est pas trop tard. J'ai encore une mission jusqu'en 2028. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arriver cette fois à Lusambo. Alors, en Lingala? Après, un instant, attendez. On va bientôt passer à la rubrique sociale et économie, mais peut-être deux dernières. On repêche des gens en politique et gouvernance. Monsieur Osé Manzanza, Top Congo. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole. C'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte des Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tout cela qui s'est montré ouvert pour des débats autour de la Constitution, pas des troisième mandats pour Kabila. Vous étiez vent debout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que la population va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila, par exemple? Merci. Deuxième question, c'est autour de la convocation du dialogue. Une seule question. Une petite question. L'opposition vous accuse justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Vous aménagez un lit du glissement. À quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs des opposants non armés? Respectez les consignes, s'il vous plaît. Une seule question. Oui, donc vous revenez encore sur cette... Pourtant, elle avait déjà été posée... sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera... Or, là, j'arrive au pouvoir, je ne dis pas que je vais la dégager, j'ai dit on va se pencher dessus. Parce que depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution.
Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible, mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices burundaises, tutsi burundaises, je le dis comme ça pour bien vous situer la question, il les armait pour attaquer les communautés Banyamulenge. Et il y a eu des dégâts, ils ont tué beaucoup de communautés. Et on attribuait ça au Maïmaï. Mais en réalité, c'était le Rwanda qui le faisait, pendant que nous avions vraiment une entente parfaite. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner le scénario, la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée,
pour moi, le combat continuera. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est sur quoi le dialogue, sur le l'organisation dialogue. d'un dialogue politique. Mon cher Osé, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur, ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis sont nécessaires pour nous aider à les faire déguerpir de là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, le dialogue, moi je suis ouvert. J'ai rencontré d'ailleurs des opposants, je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, on en a des anciens opposants qui sont au gouvernement. Je dis anciens parce qu'ils ne sont plus opposants maintenant qu'ils sont au gouvernement. Donc, c'est vous dire que je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là. Non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes. Peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Beaucoup, moi je reçois des appels des gens qui me disent « mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa ». Moi ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux. Voilà. Monsieur Peter, je vous vois. Monsieur Bossolo, je vous vois. On passe au social, aux questions économiques, si vous voulez bien. N'oubliez pas qu'il y a quand même une dernière thématique, où on va ramasser encore une fois toutes les questions. Gardez vos questions, s'il vous plaît. On passe au social. Économie, les questions économiques. Qui mieux que vous, monsieur Willy Kalingai? Allez-y. Monsieur le Président, permettez-moi de partager avec vous deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 300 millions. C'était le budget du Zaïre vers la fin des années 90. Le deuxième chiffre, c'est 22 milliards. C'est le budget d'aujourd'hui, 2026. Nous aurons donc connu un accroissement de 7200%, ce qui est quand même extraordinaire. Je pourrais dire que le Congo s'est enrichi, mais le Congolais, lui, s'est appauvri. Le Congolais a continué à s'appauvrir parce qu'il est à $200 par an, par habitant, et autour de plus de 50% de sa population sous les seuils de la pauvreté.
c'est quand même une inquiétude. Comment un pays qui continue à croître par les moyens peut reproduire une telle pauvreté dans la population? Mais je ne suis pas là. Je vais plus loin. Plus loin, ça signifie, je vois que des efforts sont menés, notamment dans la transformation de l'économie, grâce par exemple au contrat avec les Américains. Mais mon inquiétude est celle-ci. Quand ces contrats ou quand ces investissements vont venir, ils vont toucher les zones à potentiel minière. Les Américains viennent pour les mines et les mines ne sont pas partout. Il y a des provinces qui vont rester, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure, innocents, dans la précarité. Lui, il a cité le Sambo, je peux citer les Bazouélé, totalement enclavés, sans mine, donc sans espoir pour demain. Par contre, leurs voisins, par exemple, le Haut-Ouélé, il y a quand même un peu de minerais, donc ils peuvent un tout petit peu voir clair. Ma question est celle-ci, Monsieur le Président. Comment nous allons faire une histoire de partage équitable de la prospérité? Comment le Congo, qui gagnera des moyens, va cesser de produire des pauvres? Parce que c'est une question de décision et d'affectation des ressources. C'est une décision, c'est une question de politique publique. Et je sais que vous êtes convaincu de mener une politique publique d'équité. Vous venez de l'IDPS, c'est quand même le progrès social. Alors, je voudrais vraiment être rassuré que je ne me suis pas trompé, que mes enfants ne vivront pas dans un pays encore plus pauvre, mais avec un budget très élevé. Merci, Monsieur Willy Kalingay. Je pense que la question est bien comprise. Oui, merci, Willy. Mais d'abord, détrompez-vous. Hein. D'entrée de jeu, je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas vrai de dire que les Américains ne viendront que dans les mines. Non. Déjà, dans les mines, ils viendront et ils nous aideront à transformer localement. Donc, ça créera déjà d'autres activités. Mais en plus, ils sont intéressés par les infrastructures. Ils sont intéressés par l'agriculture. Ils sont intéressés par la santé, la construction des hôpitaux. Ne vous en faites pas. C'est un vrai partenariat. En parlant aussi, ils sont intéressés par l'armée, la police et tout ça. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Américains sont intéressés. Évidemment, aujourd'hui, les minerais congolais, les minerais stratégiques, je pense ici au cobalt, au lithium, au tungstène, manganèse et autres, nickel, chrome et tout ça, sont prisés évidemment dans leurs industries de haute technologie. Et avec la marche du monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est le retour à l'armement. Et donc, ça suscite un intérêt encore plus fort par rapport à la recherche des minerais importants. Les terres rares aussi, j'oubliais, les terres rares. Et nous avons les meilleures terres rares du monde. Donc, vous voyez, nous sommes un pays béni. La deuxième correction que je voudrais vous faire, attention, n'allez pas vite en besogne en disant il y a des provinces qui sont démunies, qui seront oubliées. Le Congo est une bénédiction. Le Bazouélé que vous venez d'évoquer a de l'or. Vous ne le saviez pas, mais il y a déjà de l'exploitation d'or. Notre gouverneur en a parlé avec moi et il est en train de mettre une structure provinciale qui va l'accompagner accompagner la province et je l'y ai vraiment encouragé. Nous sommes un scandale géologique, croyez-moi. C'est une bénédiction. Je vous parle des terres rares parce que nos terres rares, par exemple, on les ramasse à la pelle. Tandis qu'ailleurs, aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a des terres rares, ils doivent procéder par des explosions de roches pour ensuite en faire les moudre, en faire de la terre, du sable. Et c'est très radioactif parce qu'il y a de l'uranium dedans. Tandis que les nôtres, c'est comme si vous étiez à la plage et que vous ramassiez du sable. Et c'est le seul au monde comme ça. Donc, c'est vous dire vraiment que nous sommes vraiment dans un pays béni. Mais il n'y a pas que le budget que nous avons décuplé. Nous avons fait beaucoup de choses. L'inflation a été ramenée, par exemple, à 3%. Le cadre macroéconomique est totalement maîtrisé. Les réserves internationales, nous sommes à 7 milliards. Moi, je les ai trouvées à 800 millions. Et tout ça, merci de le dire. Merci de le mettre en exergue. Cela démontre que
nos pourfendeurs là, qui disent que c'est un régime corrompu, ils ont tort. Parce que tout cet argent, il ne vient pas de l'étranger. C'est de l'argent qu'on a trouvé ici, qu'on a généré, qu'on a empêché d'aller dans les comptes et les poches des gens, comme ça se faisait avant. Ça, on doit nous le reconnaître. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la corruption est totalement jugulée, mais nous avons réussi, sur les mêmes bases que ceux qui nous ont précédés, à faire des exploits. Et ça va continuer. Le problème, c'est que nous sommes impatients. Et comme nous sommes un régime démocratique, les gens élèvent la voix. À l'époque, ils ne le disaient pas. Hein. Tozananzala, ils avaient peur de le dire. Mais aujourd'hui, on le dit. Gloire à Dieu, tant mieux, on leur donne la parole. Ils ont le droit de le dire, d'ailleurs. Mais ils doivent être patients. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers à réaliser. Nous avons déjà mobilisé ce que nous avons mobilisé, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Beaucoup de ces ressources vont à l'affectation de budget pour notre armée. Je dirais 30% de tout ça. Parce que nous devons d'abord, avant d'avoir de regarder au développement, nous devons avoir la paix. Sans paix, je ne vois pas comment on peut s'adonner à notre développement. Et il y a comme ça des efforts que nous devons fournir qui nécessitent évidemment que l'on mette des structures. Je pense ici par exemple aux emplois. Comment voulez-vous qu'on crée des emplois à profusion sans infrastructure routière, sans infrastructure énergétique? Comment est-ce que nous allons encourager les indépendants à créer leurs entreprises sans énergie? Ça se fera comment? Je suis arrivé, j'ai trouvé le taux d'électrification à 9%. Aujourd'hui, nous sommes à 22%. Donc, ça va continuer, mais c'est le temps. Le Congo, je vous l'ai dit, c'est un sous-continent. Donc, ce qui prend peut-être quelques mois dans certains pays, chez nous, ça prendra des années à le construire. Et donc, cela ne veut pas dire que nous devons laisser nos populations dans la souffrance. Nous essayons de faire des efforts. L'agriculture, nous essayons aujourd'hui, notre ministre a fait le tour du pays pour doter les agriculteurs de semences, parce que nous devons encourager la production locale. C'est celle qui nous aidera à créer de la richesse et qui nous permettra évidemment, grâce à cette richesse créée, à la redistribuer de manière équitable en faisant des efforts pour lutter contre la pauvreté extrême. C'est donc des politiques qui sont en place, qui sont en train d'être appliquées, mais dont les résultats seront lointains quant à leur vision comme ça, à leur vécu. Mais soyez patients, surtout faites-nous confiance. Je l'ai dit ici, nous sommes dans la bonne direction. Regardez le Congo comme un verre à moitié plein. Ne le regardez pas comme un verre à moitié vide. Aujourd'hui, nous sommes la 5e économie africaine en étant un pays en guerre. Nous sommes devant l'Éthiopie, dont les efforts sont appréciés mondialement. Mais pourquoi on n'en parle pas? On ne regarde pas cela. Il faut le dire. Nous devons le dire. Et les efforts vont continuer, faites-nous confiance. Nous allons finalement redonner le sourire, la joie dans les foyers congolais. Monsieur Peter Tiani, on revient au Lingala. On reste dans le social et économique. Si vous sentez que la question a été posée, s'il vous plaît, n'y revenez pas. On aura vraiment les autres questions à la fin. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Monsieur le Président, je veux chuter dans la même question Lingala. Mon introduction d'abord, c'est on a l'habitude de faire des éloges aux gens seulement quand ils ne sont plus avec nous. Moi, je voudrais vous tirer d'abord mon chapeau au regard de votre investissement dans le sport qui a fait qu'aujourd'hui, le drapeau de l'RDC va flotter dans la Coupe du Monde. On ne va pas attendre que vous ne soyez pas là. Ça fait 52 ans et il eût fallu que Fally puisse arriver pour que la situation changeât.
et trouver ici l'expression. Félix Tshisekedi. Encore un warrior. Il était au concert. Lapsus. Lapsus. Je suis Wendyman, pas warrior. Pas à cet âge. Mais il lui fallut que Félix Tshisekedi arriva pour que cette situation changeât et trouver ici l'expression vraiment de notre expression, d'un sentiment où moi j'ai vu le drapeau flotter. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Absolument, merci. Alors, Monsieur le Président, au lieu d'évoluer en français, puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en lingala. Allez-y. Monsieur le Président, ndenge s'impliquer na Bale, tu as l'impression que na Kinshasa na ba secteur mususu ozo s'impliquer. C'est-à-dire au batuni na Kinshasa eza en d'autres termes courant na Kinshasa eza jet de lumière. Mai na Kinshasa n'habitez eza combien de pourcentage? Ni non seulement pour Monsieur le Président. Bateau babeki que nous allons face na yo baby singa na monga fula masangambila en plein capital basokola maya forage. Bateau ya snel na ya régie des eaux. N'habitez ce que rapport bazo pesa yo. Et ça dit bateau armé à Kalabane au pesa rapport au lobaki escarmouche. Faut vérifier rapport bazo pesa yo. Yo za le peuple d'abord ou tina Pétunias na 10e rue na temple na yebi. Peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa. Nzela na bandala wana Chibangu. Nzela kaka ya bandala wana ko sala mabulu Monsieur le Président baka on est partout. Kisasa oyo yebaka, Liban oyo vanda na Kisasa le loto ngozotala ngona social yako. Na biso Monsieur le Président ba congolais moté meza yakosoko. En tant que Kinois, po ozape Kinois, to yebio biso to yebio na Kisasa. Ba mususu ba utaka mais yo to yebio na Kisasa. Papa na maman. Merci, monsieur. Monsieur le Président, la situation est Kinshasa, sociale, il y a le peuple d'abord, qui nous a yo. Président Ranger Solobinini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fali Ipupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour, et j'aimais le foot, suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque, les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde, même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous, il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation. Mais nous, c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo Yebake, Nazali, président ya Kinshasa, Naza président de la République démocratique du Congo.